On parle donc de cette crise énergétique sur tous les fronts. Et ben, il y a le front des DSI, des directions des systèmes d'information, qui sont en première ligne pour réduire la facture énergétique cet hiver. Quelles sont les bonnes pratiques aussi, les risques? On en parle avec Vincent Balouet, fondateur de maîtrisedescrises.com. Vous intervenez très régulièrement, vous, auprès des pouvoirs publics, également à Mines Paritech et Centrale Supélec, sur les sujets cyber, climat, gestion de crise pour les dirigeants. Vous êtes également membre du CLUSIF, de l'AMRAE, donc les assureurs. Voilà. Et du Shift Project. Vous avez publié là la deuxième version de votre guide de recommandations pour les DSI sur la crise énergie. Avec vous, Yannick Puget, directeur service et innovation IMSA. Alors, je précise que c'est la branche informatique de la mutualité sociale agricole, deuxième opérateur de protection sociale en France, 5,3 millions d'adhérents. Vous verrez pourquoi je précise ces chiffres, parce que rien que la direction des systèmes d'information représente 1000 salariés répartis sur 20 sites en France. Sont restés avec nous également en plateau le chercheur de l'INRIA, Xavier Alamijon, et le praticien hospitalier en médecine d'urgence, Yuri Yordanov, pour évidemment interpeller nos experts sur cette question de la facture énergétique qui, j'imagine, vous intéresse également aussi à l'hôpital. D'abord, Vincent, je voulais revenir sur le niveau de risque de coupure d'électricité et de préparation aussi des DSI. Est-ce qu'il vous semble là que pour l'instant, à l'instant T, on court à la catastrophe tout simplement? Mais c'est la météo qui va décider. Donc je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, on peut travailler sur des scénarios pour savoir si... C'est que l'hiver, il va faire froid quand même. Bah, c'est pas si certain que ça. Ça commence le d'ailleurs. GIEC nous dit que la météo devient instable. Ça fait 2 fois qu'on a un hiver très doux. Très très doux. Et la semaine prochaine aux États-Unis, les températures vont être de 27 degrés en dessous des moyennes saisonnières. 27. Ouais. Donc si l'instabilité climatique tourne dans le bon sens, il ne se passera rien. Si l'instabilité climatique tourne dans le mauvais sens, ça va être très compliqué. Voilà le risque. Le risque, il est vraiment là. Vous avez publié un tweet aussi un peu alarmant. Le gouvernement appelle EDF à débrider la production, c'est-à-dire faire tomber les contraintes pour limiter le risque. Ça vous inquiète quand même, la situation? Bah oui, on surveille. Donc nous, notre métier, c'est de faire des scénarios. Donc il y a le scénario au mieux où on va prendre des précautions, on va être citoyen, on va baisser la consommation, etc. Et toutes les procédures de crise qu'on essaie de bâtir pour maintenir l'économie à flot et puis l'ensemble de nos services publics ne servira pas. Donc tout va très très bien. Et puis si ça barde vraiment, très vraisemblablement, les gros data centers, ça va aller. Mais les petits, ça va être nettement plus compliqué parce que ça va délaisser de partout. Et encore une fois, le maître du jeu, c'est la météo. Donc je n'ai pas d'autre solution que de préparer des scénarios sans les pondérer. Ouais. Donc Yannick, je parlais de votre direction des systèmes d'information à la MSA. Donc c'est de la gestion de data centers, la gestion d'infrastructures, la gestion d'applications. Vous m'avez dit plus de 200 millions de lignes de code, des pétaoctets de données. On fait comment quand on est à la direction des systèmes d'information et qu'on nous demande de faire des économies d'énergie pour cet hiver? Alors Vincent a raison, en fait, c'est vrai qu'on fait des scénarios, en fait, qui dépendent de la météo. Et alors, le scénario hiver très rude est regardé de près. On fait aussi des scénarios selon la durée des coupures, puisqu'en fait, on a des mécaniques, on a des onduleurs et on a une autonomie sans électricité d'à peu près 5 jours. Donc, on a la chance, dans des grandes DSI, d'avoir des systèmes à base de fioul. Donc il y a aussi ce sujet de l'approvisionnement en fioul. Ouais. Et cela donne lieu pour les DSI à un signalement en préfecture pour faire partie des gens, on va dire, dans la liste des prioritaires, en tout cas pour être approvisionnés si jamais on en avait besoin. Et donc, ça, c'est pour faire face au risque de coupure, voir combien de temps on peut rester autonome dans ce contexte. Mais si on demande aujourd'hui à la DSI de tout de suite réduire la consommation d'énergie, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On a des salles machines qui sont, on va dire, dédiées à tester les nouvelles applications, les nouvelles fonctionnalités qu'on met en place au sein des DSI. Donc, on peut catégoriser en fait les machines pour dire on ne laisse que ce qui permet aux Français d'accéder aux services, aux téléservices qu'on appelle aux services en ligne. On a aussi des travaux sur des plans, ce qu'on appelle des plans de production, c'est-à-dire comment on éteint, si jamais on devait éteindre, comment aussi on s'y prend pour éteindre proprement et de façon à pouvoir redémarrer une fois que la vague est passée, je dirais. Donc on s'y prépare et on expérimente aussi
on a des initiatives d'expérimentation. On éteint aujourd'hui, c'est déjà le cas, on expérimente l'extinction de serveurs la nuit quand on considère qu'ils ne servent pas ni à nos adhérents. Ça peut faire réaliser combien d'économies, ça ? Alors c'est là où les mathématiques, je fais le lien avec nos confrères du jour, c'est là où les mathématiques entrent en jeu. Nous, on modélise, on estime. Sur l'extinction des serveurs, on ne sait pas bien, c'est pour ça qu'on parle d'expérimentation, oui. on va évaluer pour savoir combien ça nous fait gagner. Par contre, on travaille également sur la température dans les data centers, qui historiquement a été relativement, je dirais... C'est-à-dire sur le niveau de refroidissement, ouais, c'est ça. Il y avait une exigence assez forte et là, on va assouplir un peu les choses. On va assouplir parce que les technologies des machines qu'on a en data center ont évolué aussi avec le temps et on pense qu'en augmentant de 2 degrés, on va gagner 10%. Et qu'on ne prendrait pas un risque important sans prendre de risque. Sur le fonctionnement. Parce qu'en fait, il y a deux choses, Vincent. Il y a faire face tout de suite là à la crise, mais la crise, j'allais dire, plutôt économique finalement, c'est le coût de l'énergie. Et puis, il y a sur le long terme, comment on organise finalement une consommation plus sobre. Vous connaissez déjà des exemples d'entreprises qui ont pris le bon chemin. Vous avez cité L'Oréal. Comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Écoutez, toutes les grandes entreprises ont des gros data centers. Les gros data centers ont la chance d'avoir les moyens de mettre des gens dessus qui sont formés, dont c'est vraiment le métier, et des moyens pour avoir en clair des groupes électrogènes et de la sécurité. C'est vrai en cyber d'ailleurs au passage. Donc tous ces gens-là, ils travaillent sérieusement, ils se sont signalés en préfecture comme ça a été dit à l'instant, et on peut raisonnablement espérer que même si l'hiver est un peu tendu, j'ai pas dit Groenland mais un peu froid quand même, on ne devrait pas avoir trop de casse dans les gros data centers, parce qu'il y a de l'autonomie énergétique qui va au-delà des périodes de coupure de 2 heures qu'on nous promet. Dès qu'on dégringole dans la taille des data centers, ça devient nettement plus compliqué. Ils ne sont pas groupés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de générateur diesel. Un onduleur, c'est de l'ordre de 10-15 minutes d'autonomie à peu près. C'est très inférieur à la coupure qu'on nous promet, enfin qu'on nous garantit pas plus que de 2 heures. 10 minutes, c'est plus petit que 2 heures. C'est pas plus compliqué, pardon, pour la pauvreté du raisonnement mathématique. Enfin, on fait des soustractions et pour l'instant, on y arrive. Et donc, en clair, ça veut dire qu'il faut couper propre. Il n'y a pas 36 solutions. Or, couper un data center propre, ça ne se fait pas en 2 minutes et surtout ça ne se fait pas en improvisant. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, attention, il faut commencer à faire des scénarios de coupure, disons, raisonnables, couper tout de suite tout ce qui pompe du jus pour rien, test, recettes, etc., et le pas critique, maintenir le critique en vie aussi longtemps qu'on le peut, mais avec le doigt sur le bouton pour l'arrêter proprement. Et quels sont les scénarios de crise, justement, si on ne coupe pas proprement alors, si on ce coupe data pas center, proprement, qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Eh ben, c'est pas bien. Alors, si on coupe pas proprement, c'est des fichiers ouverts, on va pas rentrer dans la technique, mais enfin, c'est du bazar informatique en grande quantité. Un data center... Ça veut dire qu'on va être plus fragile face à des cyberattaques, par exemple ? Ça, on ne sait pas encore. Je vais revenir sur ce point. Mais un gros data center qui s'arrête de travers, c'est 3-4 semaines pour remettre les données proprement quand même. Vous sortez les avirons et vous remettez très fort, même peut-être un peu plus. Donc il faut faire quand même attention, on ne peut pas jouer avec ça, surtout si on a plusieurs délestages à la queue leu-leu. Mettons qu'on en ait 3 dans l'hiver sur un même data center, on ne va pas se prendre. Par exemple, pour un 3 hôpital, travioles. Là aussi, c'est un sujet hautement mais dans les important. hôpitaux, vous avez une chance immense, c'est que vous êtes bien vu par l'administration qui va vous protéger avec un parapluie qui n'est pas que électrique, qui n'est pas que énergétique, qui est d'approvisionnement en tout genre. Mais une PME qui n'est pas tout ça, il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Donc c'est dangereux d'arrêter, ça peut être très cher d'arrêter un data center n'importe comment. Juste deux petites incidentes. Si on passe en éco-watt rouge, l'éco-watt rouge, c'est la menace du délestage finalement. C'est le dernier rang avant la coupure. Quand il y a Juste une précision, ce que vous appelez le délestage, ça consiste en quoi exactement ? C'est pas moi qui dis délestage, c'est le mot pudique utilisé par nos amis électriciens de RTE et d'Enedis. Voilà, il faut dire les choses exactement. Pour dire coupure. Donc voilà, nous on parle cash avec nos clients, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça, je donc, sais coupure, que je vous lance là-dessus. Voilà, il n'y a plus de jus. Donc s'il n'y a plus de jus, vous avez par exemple les blocs secours dans les escaliers. Vous savez, les petites lampes là, qui restent allumées en disant évacuer, elles ont une autonomie de 20 minutes. 20 minutes, c'est pareil, c'est inférieur aux 2 heures. Ça veut dire que si ça tombe, il faut évacuer les locaux. Ne serait-ce que ce petit sujet-là, déjà, vous êtes obligé de plier et de prendre des bagages, on part. On sait, les patrons des télécoms ont parlé, on sait que les relais de téléphonie mobile sont alimentés par les immeubles sur lesquels ils sont posés, ou par les champs, enfin voilà. Donc ils ne sont pas vus par les opérateurs électriques comme étant des émetteurs de téléphonie, mais ils sont vus comme un pâté de maison. Ils l'ont dit. Donc dit autrement, si ça tombe, là on retombe sur le sujet batterie. Donc si les émetteurs de téléphonie tombent
On a le sujet appel aux urgences, chers amis, je ne sais pas traiter parce que ce n'est pas mon sujet. Mais pour nous, on a le sujet télétravail pour les missions critiques. Donc, on a recommandé dans le fameux guide que vous avez mentionné tout à l'heure que ceux qui font la trésorerie, la DRH, la communication d'urgence, etc. dans les entreprises, s'il y a un délestage chez eux, ils prennent leur voiture et bougent. Vous êtes conscient de tous ces risques Oui. au sein de la mutuelle sociale agricole? Alors oui, parce qu'en fait, comme on a les données de santé de 5,6... Vous avez lu le guide de maîtrisedescrises.com? Alors, je n'ai pas encore lu le guide. Bon, va falloir le faire alors. Donc, alors, comme on est adhérent SIGREF, on a aussi un guide côté SIGREF de référence. Sur l'énergie également, oui. Sur ces plans de sobriété. En tout cas, on en a conscience, voilà, on a les données de 5,3 millions de Français sur tous les champs de la protection sociale. Donc, un data center qui s'éteint mal par rapport aux impacts, ben forcément, ça crée un désordre, en tout cas dans les données des Français. Et donc, dans leurs indemnisations, dans leur protection sociale. Voilà, on a le sujet des allocations familiales, on a le sujet des remboursements de santé pour notre population agricole principalement. Donc, tout ça, c'est regardé de près. Mais pour autant, votre activité, elle n'est pas protégée comme les hôpitaux. C'est-à-dire, elle n'est pas considérée comme essentielle. Non, mais comme l'a dit Vincent, en fait, on est quand même privilégié dans le sens où on a des moyens, on va dire, d'avoir une autonomie au-delà des 2 heures, hein, qui est la durée critique qu'annonce RTE. Et donc, ces moyens, au travers de cuves de fioul, hein, parce qu'on a à peu près 20 000 litres de cuves de fioul pour prendre le relais en cas de coupure. On a des plans d'extinction. Malheureusement, pour les petites DSI, en fait, ce qui est l'un attire l'autre. C'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens d'avoir des gros groupes électrogènes, on n'a pas non plus les moyens d'avoir peut-être un plan d'extinction et de rallumage parce que bon, les gens font un peu tout. Hein, oui, mais alors même quand on est une grosse structure, on est dépendant aussi de sous-traitants qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Je veux dire, la machine peut s'enrayer aussi par le bas. Alors là, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a nos propres data centers. Donc déjà, on ne dépend pas de fournisseurs. Et on a à la main, les experts sont chez nous. Donc ça, déjà, on n'a pas ce Ça permet, j'imagine, c'est des moments comme ça qui permettent de conforter certains budgets à la DSI aussi. Alors, ça permet de justifier pourquoi il faut que ce soit chez nous. Ça permet aussi de valoriser des compétences, puisqu'on a ce qu'on appelle les collaborateurs de l'ombre, hein, ceux qu'on ne voit pas et qui font que tous les jours, les caisses de MSA peuvent travailler. Et donc, nous, voilà, on est assez fiers de ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui dépendent de multiples fournisseurs, il faut s'assurer que les mêmes plans sont appliqués chez ces fournisseurs. C'est important. Et on parlait de l'impact social que peuvent avoir des coupures d'électricité sur les systèmes informatiques. Il y a une responsabilité juridique aussi du côté des entreprises. Oui, alors ça c'est le sujet sous-traitant, hein, donc comme ça vient d'être dit. Donc là, en particulier dans le secteur bancaire, ça n'a pas traîné, hein, les audits fournisseurs, donc ça a pris une vingtaine de jours après l'annonce RTE. Et les questionnaires ont déboulé chez les sous-traitants en disant prouvez-nous que en cas de coupure, vous saurez couper proprement, vous saurez redémarrer proprement, tout le monde est sur le pont, etc. etc. Questionnaire pléthorique, il y en a partout. Donc les gros auditent les petits, dont ils ont besoin prioritairement, pas tous, mais les fournisseurs critiques. Après, il y a un autre sujet qui est le sujet responsabilité. En droit français, il y a une disposition qui s'appelle le cas de force majeure. C'est quoi le cas de force majeure? C'est qu'il faut qu'un événement soit imprévisible, irrépressible et extérieur. C'est la définition. Là, c'est pas vraiment imprévisible. Et voilà. Donc, Elisabeth Borne a annoncé que les entreprises devaient faire des plans énergie le 22 mars dernier. Elle n'était pas encore Première ministre, mais c'était le 22 mars dernier. Ça va être un petit peu compliqué devant le juge de dire je ne savais pas. Et ça a été redit depuis, il y a des guides maintenant qui sont sortis, etc. Donc le cas de force majeure ne fonctionnera pas. Donc une entreprise, grande ou petite, qui se débrouille mal et qui fait des dégâts ou chez elle ou en aval dans la chaîne de valeur, et donc plus personne ne peut travailler derrière, si c'est que c'est des sommes raisonnables, ça va aller. On n'est pas dans un pays très procédurier, on n'est pas aux États-Unis. En revanche, si tout le monde est par terre du fait de la contre-performance d'un fournisseur, au hasard, cloud, etc., qui est utilisé par tout le monde, par toute une place de marché. Si lui fait tomber tout le monde, là, il va y avoir un changement de catégorie. Et bien entendu, il y a un sujet de responsabilité civile professionnelle qui se profile derrière, qui sera inassurable, parce que c'était prévisible et que les guides font partie de l'état de l'art, et qui ne pourra pas être l'objet du cas de force majeure, c'est-à-dire de la perte et de la chute de l'obligation d'exécution des contrats.
vous avez un contrat, vous êtes obligé de le faire, sauf si c'est cas de force majeure, c'est ça le droit. Et s'il y a un cas de force majeure, on arrête. Bon. Mais là, non, c'était prévisible. Donc là, vous nous dites qu'il n'y a aucun filet de Je ne sais pas s'il y en a protection. aucun, je ne suis pas juriste de formation, mais je me suis bien fait expliquer tout ça. Ça va être très compliqué d'expliquer à un juge que ce n'était pas prévisible. Très compliqué. Et alors plus largement, ces bonnes pratiques que vous recommandez dans les guides, que vous expérimentez au quotidien, sont des choses qui peuvent s'installer pour gagner un peu sur ce sujet de la sobriété numérique ? Oui. Où on va être encore là sur du court terme, il y a une urgence, on répond à l'urgence, et puis après on reprend comme c'était avant. Non, parce que ça permet de déclencher je sais qu'on a, pour notre part, on a déclenché un diagnostic qui est plus global, qui va nous permettre de... Jusqu'à présent, les data centers ont mesuré leur consommation, on va dire, globale, en disant, ah ben oui, ça consomme quand même. Là, on a lancé une étude pour qu'on sache, quelque part, armoire par armoire, parce que c'est découpé par armoire, qu'on sache exactement ce qu'on consomme à quel endroit. Et je pense que dans l'avenir, les sujets de dette, puisqu'il y a beaucoup de dettes techniques dans les DSI, pourront être corrélés à des machines énergivores qu'il faut prioriser pour être changées par du matériel plus optimisé et plus éco-responsable. Donc ça rejoint le sujet du numérique responsable. Et c'est ça qui va... Ça, on va à double tranchant, parce que renouveler les machines, là, pour le coup, ça se discute sur le numérique responsable. On est plutôt sur la réutilisation, le prolongement de la durée de vie. Oui, mais les renouveler déjà... Alors déjà, quand on a une machine énergivore, c'est qu'elle a un paquet d'années. C'est-à-dire qu'on a largement dépassé les durées de recommandation sur le numérique responsable. Et quand on va le faire, c'est pour qu'il y ait du gain. Mais du gain, je veux dire pas euro, du gain vert. Ouais. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je peux citer aussi un autre exemple. Il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui disent on a des parkings aériens, on va arrêter, on va mettre du LED, on va mettre des panneaux solaires pour nous permettre d'autoconsommer un petit peu, pas à 100%, mais en tout cas un petit peu. Donc voilà, je pense que ça va déclencher des démarches, cette histoire, qui ne va pas s'arrêter à notre sujet qui va devenir saisonnier, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, qui ne va pas s'arrêter à de la saisonnalité. C'est pas la dernière crise énergétique. Oui, non, c'est pas le. Je pense qu'il ne faut pas opposer la crise long terme, c'est-à-dire la sobriété, etc., et puis la crise court terme avec les urgences. Regardons le Covid. Le Covid, c'était une crise court terme, du jour au lendemain, tous à la maison, quoi qu'il en coûte, etc. Qu'est-ce qui reste après le Covid? Mettons que ça soit à peu près terminé. Le télétravail. Et ça, on ne reviendra pas. Et ça change tout. Dans le dialogue social, vous avez vu que les grèves de métro, pardon pour les provinciaux, mais les grèves de métro, ça ne se passe pas de manière aussi compliquée pour les usagers depuis qu'il y a le télétravail. Le monde a changé. Et donc, avec la crise énergétique qu'on a pour l'hiver prochain, le monde va changer aussi. Le télétravail prendra peut-être sa vraie place, qui n'est pas tout à fait sa place confinement, qui est la place énergie, qui n'est pas tout à fait la même. Les infrastructures vont sans doute apprendre à couper en partie, couper complètement si ça se passe mal. Sans doute que les gens vont s'équiper d'un peu de protection, onduleurs, petits groupes électrogènes, des choses comme ça dans les data centers de moyenne taille, pas les petits, mais de moyenne taille. Et on apprendra à vivre à la californienne, c'est-à-dire là où l'électricité est de moins bonne qualité que l'excellente qualité énergétique en France qu'on a depuis des dizaines d'années et à laquelle on est un peu habitué. Et oui, on est très mal habitué, vous allez me dire. Oui. Xavier ou Yuri, je ne sais pas si vous avez une question, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc si vous n'en avez pas, ça m'arrange. Merci beaucoup. Merci Vincent Balouet de maîtrisedescrises.com et Yannick Puget, directeur service et innovation IMSA. Merci également donc à Xavier Alamijon, chercheur à l'ENRI, à Yuri Yordanov, praticien hospitalier en médecine d'urgence pour l'AP-HP. Je vais vous libérer tous les deux, vous laisser retravailler sur votre projet Urge. Nous, on reste ensemble juste après la pause, on parle du numérique, c'est politique.